Alors c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de la qualité de vie au travail, on pense tout de suite à Google et au baby-foot, etc. C'est plus du tout la demande de la génération Z aujourd'hui. Leur besoin à eux, c'est de se sentir bien dans l'entreprise, bien dans leur vie privée et ce fameux équilibre vie perso et vie pro. Sur le marché du travail, le dialogue entre les générations patine. D'un côté, les seniors sont de plus en plus jeunes et ont bien du mal à se faire valoir. De l'autre, des juniors en quête de sens débarquent sur le marché du travail avec leurs exigences, bien décidés à ne pas reproduire les schémas du passé. Mais alors, comment réconcilier les deux camps? Comment faire cohabiter au sein d'une même entreprise des seniors et des juniors au point de vue radicalement différent? Comment créer de la culture commune? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un coach de dirigeant en entreprise, spécialiste de la question intergénérationnelle. Bonjour Laurent Tilski. Bonjour César. Comment allez-vous? Très bien. Et vous, comment allez-vous César? Eh ben, ça va très bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode de Prefcast. Un épisode qui va donc être consacré aux relations intergénérationnelles en entreprise. Vous l'avez compris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Laurent Tilski, donc vous êtes coach de dirigeant, vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement un coach de dirigeant? C'est quoi votre travail au quotidien? Mon travail est d'accompagner les managers, les dirigeants d'entreprise pour qu'ils accompagnent mieux leurs équipes, mieux l'entreprise, permettent de travailler sur la culture d'entreprise et nous sommes le témoin privilégié de l'intergénérationnel. Nous voyons tout ce qui se passe dans l'entreprise, nous touchons l'âme des gens et lorsque nous sommes, nous les coachs, en face des dirigeants, on les voit dans leur fragilité, dans leurs besoins, dans leurs attentes, dans leurs questionnements également. C'est quoi les différents points clés sur lesquels vous travaillez? On peut travailler par exemple sur le coaching de prise de fonction, faire en sorte que quelqu'un qui est manager aujourd'hui devienne membre du comité de direction. On peut travailler sur des tensions qu'il peut y avoir entre deux personnes. Ça peut être en intergénérationnel, ça peut être aussi par rapport à des tensions de pouvoir qu'il peut y avoir dans l'entreprise ou des difficultés de prise de décision. Et le coach est là pour soutenir, permettre de trouver des solutions. Nous allons leur permettre de pouvoir définir un axe, une culture, une stratégie et une posture par rapport à l'ensemble des collaborateurs. Donc vous le disiez, vous êtes un témoin clé des relations intergénérationnelles en entreprise. Quand on parle de jeunes et de vieux en entreprise, on pense à qui? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama des différentes générations? C'est quoi un vieux, c'est quoi un jeune? C'est quoi un vieux? Alors quelqu'un qui approche de la soixantaine dans l'entreprise va être considéré comme plutôt senior. Okay. Il faut savoir qu'en France, le senior démarre à 45 ans. Ce qui est quand même assez très jeune aujourd'hui. Surtout, vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a des vieux qui sont jeunes dans leur esprit, dans leur façon de s'habiller. Et le senior de 50 ans aujourd'hui n'a rien à voir avec le senior d'il y a 50 ans, justement. Lorsqu'on parle de génération, on parle de la génération X. C'est celle qui est née dans les années 65-70, qui est une génération qui va, à post-guerre, apporter cette notion du travail, cette capacité de pouvoir gérer la relation avec des valeurs très très fortes. Valeurs travail, valeurs essentielles. Ensuite, on a la génération Y qui aujourd'hui a plutôt une trentaine, une quarantaine d'années, qui sera un peu plus centrée sur l'écoute, le besoin, les besoins personnels. Et puis on va avoir la génération Z qui est la génération qui, elle, va être centrée sur le besoin de sens par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui. L'écologie, la socio-économie, les tensions internationales et un besoin de se recentrer sur l'humain. Et puis enfin, on a la dernière génération qui arrive depuis 2020, qui a 5 ans, 6 ans aujourd'hui, qui sera la génération Alpha. Si je vous parle de cohabitation intergénérationnelle en entreprise, à quoi vous pensez tout de suite sans réfléchir? Tension, difficulté et possibilité de trouver un terreau pour permettre à tout le monde de pouvoir grandir. Les besoins de transmission sont importants, les besoins de réassurance sont importants pour toutes les générations. Cette tension qui existe, elle est due à plein de choses. Elle est due bien sûr à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le côté général, mondial, générationnel et par rapport à l'économie et par rapport aux tensions internationales, mais aussi on va avoir des tensions par rapport à la façon dont les gens vont gérer la relation aux autres. La relation aux autres, il est clair que quelqu'un qui aujourd'hui à 25-27 ans, qui est manager, n'aura pas du tout la dimension temps qui sera similaire à celle d'un senior. Pourquoi? Parce que on est dans l'interactivité, on est dans l'ultra connecté aujourd'hui, alors que le senior de 45, 50, 60 ans aura beaucoup plus une notion de ancienne
de la conception du travail et du management. Mais parce que là, quand vous parlez de tension intergénérationnelle, c'est, pour le dire vulgairement, c'est un vieux et un jeune qui arrivent pas à s'entendre parce que justement ils sont séparés par un certain écart d'âge et qui les éloigne trop. Bien sûr, parce qu'on va avoir soit des gens qui sont hyper connectés, quelle que soit la génération, donc des geeks de 60 ans, on en a également, qui vont utiliser les outils, qui vont être sur LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Et puis on va avoir toute une tranche de population au niveau national qui sera beaucoup moins connectée et qui n'arrive pas à comprendre les besoins et les attentes des jeunes aujourd'hui. Et puis on a des jeunes aujourd'hui qui ont des attentes très différentes. On sait par exemple que 60% des jeunes aujourd'hui, d'après Deloitte, vont privilégier le sens par rapport au salaire. Ils vont privilégier leur confort personnel, leur capacité à pouvoir prendre du recul, à se centrer sur eux-mêmes, leurs propres besoins et leur famille. Ça, c'est très Gen Z. Très Gen Z, absolument. Et quand vous parliez des tensions internationales, vous parliez des tensions politiques, économiques, etc. En fait, on va pas se le cacher, on vit quand même aujourd'hui dans des temps assez anxiogènes. En fait, tout ça s'invite à l'intérieur de l'entreprise et en fait, c'est ce qui cristallise les tensions intergénérationnelles à l'intérieur des entreprises. L'approche est complètement différente parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons avec une perception très personnelle. Je vais prendre un exemple. Moi, je n'aurais jamais imaginé il y a 20 ans que l'on vivrait en Europe des conflits armés, que l'on vivrait des conflits économiques aussi importants. Alors, il y a eu 2008 qui était très, très important, mais on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec les tarifs venant des États-Unis et autres. Et tout ça va créer une tension avec une pression psychologique du travail qui est importante, et puis une tension sur le marché du travail également. Donc si on distingue les deux générations, la génération des seniors, il y a encore 4-5 ans avec le Covid, les seniors étaient très bankable. C'est-à-dire que les cadres dirigeants, managers, ils trouvaient du boulot facilement, ils perdaient leur job, ils avaient un boulot dans la minute, parce qu'on avait besoin de cette compétence-là. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée de ChatGPT, l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée des jeunes qui ont des besoins complètement différents, ils se sentent un peu mis à l'écart. Et la tension économique, et avec le retail, les entreprises de grande distribution, avec la tension au niveau automobile, on voit des sociétés qui sont des sociétés entières qui sont en passe de faire faillite, avec une tension de l'emploi, et malheureusement, ceux qui vont partir, ce sont ceux qui sont les plus capés, ceux qui ont plus d'expérience, mais ce sont aussi ceux qui sont les plus chers. Et donc déjà, il y a une première tension très forte au niveau des seniors, et puis il y a la tension des jeunes également, qui ont une perception bien sûr socio-économique, politique, les guerres, etc., et écologique. Et ça, c'est quelque chose qui peut être une source de tension intergénérationnelle dans une entreprise. Par exemple, le fait que quelqu'un qui a un petit peu plus de bouteilles, qui fait partie de la génération Y dont vous parliez tout à l'heure, lui, n'arrive pas à comprendre ce point de vue-là. Alors ça peut être compliqué à plein de niveaux. Le premier niveau, c'est que le rapport au temps n'est pas le même. Je vous donne un exemple. Une société qui devait répondre à un appel d'offres important sollicite un de ses collaborateurs un vendredi soir en lui disant « J'ai besoin de ton CV qui doit correspondre aux attentes de l'appel d'offres ». C'est un appel d'offres national. Et le collaborateur Génération Z dit « Écoute, moi, je suis en famille. Je ne répondrai que lundi. » Sauf que le lundi, quand il a répondu, c'était trop tard. Le délai de l'appel d'offres était passé. Donc, il peut y avoir ce rapport qui va être une tension forte. Autre exemple, le manager Génération Z qui va être beaucoup plus en attente de rapports sociaux, de QVT, de respect de la famille, va peut-être être dans un management beaucoup plus autonome et dans un management beaucoup plus laissé-faire vis-à-vis des collaborateurs. Et le collaborateur qui peut-être a un collaborateur de 50, 55 ou 60 ans va se sentir abandonné, ne va plus voir le cadre. Et donc d'un côté, on a le besoin de valeur et de l'autre côté, on a besoin de cadre. Pour autant, l'entreprise a besoin de cadre. Et tant qu'on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, le rôle de l'entreprise, c'est de créer le terreau fertile pour que tout le monde puisse pousser avec la bonne lumière, la bonne chaleur, également l'eau qui va leur permettre à tous de travailler en communauté. C'est un petit peu comme un jardin. Dans un jardin, vous allez avoir différentes plantes qui vont les unes et les autres pouvoir pousser et qui pouvoir s'harmoniser les unes les autres. Le terreau, c'est la culture d'entreprise. C'est déjà donner du sens, de la vision, des valeurs communes et des principes d'action. Parce que bien sûr que les seniors ont besoin d'un cadre, mais la génération Z et la génération Y a aussi besoin d'un cadre. Et souvent, l'entreprise va compenser un cadre que peut-être certains d'entre eux n'ont pas eu ni à l'école ni dans la famille. Selon vous, justement, pour faire en sorte que l'entreprise puisse
Faire en sorte que ce terreau marche bien, que ce jardin soit beau et harmonieux, sur quoi il doit travailler en priorité? Déjà, la communication. Faire en sorte que tout le monde puisse communiquer et communiquer avec les bons outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de télétravail, par exemple, il faut comprendre que nous n'allons pas du tout avoir la même relation à l'outil lorsque l'on est face à sa caméra, si je suis en génération Z ou en génération X, par exemple. Travailler également sur l'intercommunicabilité. Par exemple, vous avez certaines entreprises qui font du reverse mentoring. Qu'est-ce que c'est que le reverse mentoring? C'est mettre en place du mentoring. C'est une figure de skate pour moi. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va renverser la chose avec quelque chose de très beau et de très dangereux, de façon à ce que la génération Z puisse mentorer la génération X, notamment sur le rapport à l'outil numérique, à l'informatique, au réseau, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la quête de sens, notamment chez la génération Z, etc. Et notamment en fait de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, quelles sont les demandes justement des différentes générations concernant cette qualité de vie au travail? Parce que je suppose que si on fait partie de la génération Z, Y ou X, on n'a pas les mêmes attentes en termes de qualité de vie au travail. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de la qualité de vie au travail, on pense tout de suite à Google et au baby-foot, etc. C'est plus du tout la demande de la génération Z aujourd'hui. Leur besoin à eux, c'est de se sentir bien dans l'entreprise, bien dans leur vie privée et ce fameux équilibre vie perso et vie pro. Il y a une vraie tension, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, cette génération est la génération qui a le plus de dépression, il y a le plus de suicides par rapport aux autres générations. Et ça, c'est à prendre en considération. Il ne faut pas mésestimer la souffrance que peut avoir cette génération au travail. On a parlé notamment avec le Covid, etc. Le Covid, de la perception au travail, etc. Et puis les tensions aussi. Puis l'avenir, on entend un certain nombre de jeunes qui disent, moi aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'avoir des enfants. C'est quand même un signe assez important du mal-être générationnel. L'entreprise a ce devoir de respecter la QVT. L'entreprise a ce devoir de faire en sorte qu'il y ait de la prévention, de la communication. Et de permettre aussi que chacun dans l'entreprise se sente bien. Alors comment se sentir bien? C'est faire en sorte qu'à un moment donné, chacun des collaborateurs de chacune des générations puisse trouver ce dont il a besoin. Et comme on le disait tout à l'heure, le premier besoin, c'est la génération de sens, mais aussi la liberté. Ça veut dire que l'entreprise doit comprendre qu'un collaborateur ne va pas s'inscrire comme nos grands-parents, voire même nos parents, pendant 30 ou 40 ans dans l'entreprise. Aujourd'hui, un jeune de la génération Z va rentrer dans l'entreprise et, au bout d'un an ou deux, va souhaiter partir ailleurs. Il va prendre une demi-année sabbatique ou une année sabbatique. Il va partir en vélo pour aller faire le tour du monde ou le tour de la Scandinavie. Il va décider de changer de vie complètement, de partir de l'entreprise pour aller dans quelque chose de beaucoup plus humain, pour y revenir après. Et tout ça va le conforter dans une expérience de vie pour apporter quelque chose de différent en entreprise. Et l'entreprise a un devoir majeur en termes de qualité de vie au travail parce qu'elle doit accepter ça. Aujourd'hui, il y a une difficulté puisque depuis quelques semaines et quelques mois, on voit les entreprises qui annulent les périodes d'essai de certains collaborateurs de la génération Z parce que ils ne les comprennent plus et préfèrent prendre la sécurité de médium, c'est-à-dire la génération Y qui a 35, 40, 45 ans aujourd'hui. Mais je trouve ça fou en fait que toutes ces générations se croisent dans les mêmes entreprises aujourd'hui, alors que avant, on disait qu'une génération, c'est quelque chose comme 25 ans. Et en fait, aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Totalement changé. La génération était de 25 ans. Ensuite, on a eu des générations qui se sont raccourcies par rapport à l'aspect Internet, etc. Aujourd'hui, on parle de 10 ans, non pas dans l'âge physique, mais bien dans la perception psychologique des choses. Parce que il y a une attention qui est différente, il y a des besoins qui sont différents. On va prendre un exemple. Si vous avez un jeune de 30 ans aujourd'hui, il a été élevé avec Internet, il a connu Internet, il avait la ressource d'information qu'apportait Google et autres. En revanche, un jeune d'aujourd'hui qui a 20 ans ou 22 ans, il est né avec TikTok, avec Instagram, avec un temps de rétention qui est très court. On dit que l'attention est de 8 secondes. Pourquoi? Parce que on n'est plus du tout dans le même rapport à l'actualité, on n'est pas dans le même rapport non plus à la communication, ni dans le même rapport à l'information. Et donc, ils zappent beaucoup et l'entreprise doit l'intégrer. D'où le besoin d'avoir des systèmes techniques tels que Slack, Trello et autres, WhatsApp, Teams, pour pouvoir communiquer, sauf que certains font de la résistance. Parce que ce qui est très naturel pour quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, l'est pas du tout pour quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui. Ouais. Et l'entreprise doit former, accompagner, mentorer, aider
le collaborateur, les managers pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. En résumé, en fait, comment l'entreprise, qu'est-ce que doit vraiment faire l'entreprise pour faire en sorte que la qualité de vie au travail soit bonne que ce soit pour la génération Y, que ce soit pour la génération Z, et surtout faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble sous le même toit d'entreprise. Déjà, elle doit prendre conscience de l'aspect social actuel. On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes collaborateurs dans l'entreprise ne veulent plus être managers. Sauf que notre système social en France fait que nous ne réussissons notre vie que professionnelle que si nous devenons managers. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres pays comme en Allemagne, où on va valoriser, par exemple, le titre, on va valoriser l'expertise, on peut avoir un membre de CODIR qui n'a pas de collaborateur. En France, c'est impossible. Donc déjà, il faut changer ce paramètre-là pour donner envie aux jeunes générations de faire du management de demain. Maintenant, au niveau des managers en eux-mêmes, il est nécessaire qu'ils puissent se rapprocher et aussi commencer à intégrer cette génération-là. Parce qu'on confond souvent management et éducation, et les directeurs d'aujourd'hui ont le sentiment d'avoir des collaborateurs qui sont leurs fils, leurs filles, etc. C'est pas le cas. Donc c'est comment moi je vais apporter quelque chose de différent dans ma relation avec mes collaborateurs, comment l'entreprise va m'aider là-dessus, comment la DRH va permettre cette communication et ce maillage entre générations. Et vous y croyez ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on fait un peu de prospective. Mais bien sûr, de toute façon, on dit toujours c'était mieux avant. Vous-même, moi et tout le monde, c'était mieux avant. Mais c'est faux, c'était pas mieux avant, c'était différent. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans une instabilité globale, mondiale, qui nécessite décalage. Tout s'est enchaîné trop vite. L'IA, la guerre, le Covid, les trois regroupés font qu'aujourd'hui, tout le monde est dans une instabilité. Et ça va se restabiliser. En revanche, chacun d'entre nous, nous devons prendre notre part d'autonomie, de responsabilité pour pouvoir agir là-dessus. On arrive tranquillement vers la fin de cet épisode, Laurent Tilsky. Pour terminer et pour avoir une séquence un petit peu plus légère, je vous ai préparé quelques questions type questions-réponses. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Pourquoi devient-on aigri quand on vieillit ? Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. On ne devient pas aigri quand on vieillit, c'est une question de posture qui est probablement due à un instant de vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont particulièrement pessimistes de nature et d'autres particulièrement optimistes. Lorsqu'on est optimiste de nature, on ne devient jamais aigri, on est toujours dans l'avant. Et donc non, ça c'est une question, et c'est là que le coach joue son rôle, c'est comment faire en sorte que tous ces éléments de construction de vie permettent d'avoir une vie qui est apaisée. Et donc, quand on vieillit, le psychologue vous dira qu'on arrive vers la finitude. J'arrive à m'accepter tel que je suis, avec mes points de force et mes limites. Et lorsque je me suis accepté, je vis heureux. Donc, on n'est pas aigri, on devient aigri parce qu'on le veut bien. C'est quoi un vieux sur le marché du travail ? C'est quelqu'un qui est déjà vieux dans sa tête. Et donc, on peut avoir des jeunes qui sont déjà très vieux dans le marché du travail et qui vont avoir des attitudes qui sont hallucinantes. C'est-à-dire, mais attends, tu peux pas réagir comme ça. Mais mon grand-père ne réagissait pas comme ça. Donc, on est jeune dans sa tête, on n'est pas jeune sur le marché du travail. Un vieux sur le marché du travail, c'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à prendre le train en marche de la génération dans laquelle il vit aujourd'hui. Or, c'est notre devoir et c'est particulièrement le devoir du manager et du directeur. Est-ce que la Gen Z, c'est une génération pourri gâtée ? Oui, c'est une génération qui a à un moment donné bénéficié de beaucoup de choses dans son mode éducationnel. C'est une génération qui est la génération la plus riche de tous les temps, même si elle ne se l'avoue pas et n'y croit pas. Aujourd'hui, les jeunes de la génération Z ont beaucoup de moyens. Ils ont fortement été aidés. Sauf que aujourd'hui, l'entreprise ne doit pas non plus jouer le rôle d'éducateur. L'entreprise est là pour apporter un cadre et un cadre sécurisant aux collaborateurs. Donc nous devons agir avec ça et faire en sorte que cette génération Z se sente bien en tenant compte du passé. Mais c'est fou, parce que je fais une mini digression. Pour moi, la génération pourri gâtée, c'est celle, moi j'ai 30, je suis né en 89, j'ai 36 ans, c'est celle de mes parents, quoi. C'est justement celle qui a tout connu, le plein emploi, la baguette à 1 franc, l'accès à la propriété, etc. et qui aujourd'hui dit, c'est vous les pourri gâtés, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une dichotomie là-dedans. Alors, très étonnamment, ce qu'on va dire également, c'est que moi, ma génération, je suis un tout petit peu plus vieux que vous, c'était la génération d'avant, c'est la génération des années 60. En fait, si on regarde socialement et sociologiquement parlant ce qui s'est passé, bien sûr qu'il y a des tensions et autres. En termes de pouvoir d'achat, en termes de confort de vie, cette génération est la génération qui a beaucoup de moyens. Ça veut pas dire qu'elle a beaucoup de moyens, ça veut pas dire que c'est une génération qui est heureuse. Et donc, il faut bien distinguer les choses. Peut-être que la génération des yéyés des années 60 était bien plus
plus heureuses parce qu'ils avaient moins de contraintes dues notamment à la société. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, lorsque je regarde les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram, je vois la vie des autres, mais la vie des autres est absolument incroyable et géniale. Elle est super. Et moi, ma vie est une vie de merde totale derrière. Alors que, en fait, c'est pas vrai. Parce que chacun a ses douleurs et autres. Et malheureusement, les systèmes économiques et systèmes de communication ont amené à beaucoup de jalousie. Et c'est une génération qui, elle, a peut-être été pourrie gâtée, mais malheureusement qui souffre énormément, où il y a, comme on l'a dit, beaucoup de suicides. C'est une génération qui a du mal à s'intégrer dans le marché du travail aujourd'hui parce que elle se cherche encore. Et que peut-être, elle estime avoir le droit d'avoir des choses en termes de jalousie et autres qui n'existent plus ou n'existent pas encore. Est-ce que les seniors arrêteront un jour de se plaindre ? Est-ce qu'ils se plaignent vraiment, les seniors? Je sais pas. Je vous pose la question. Je sais pas. Est-ce que les seniors vont se plaindre encore? Je crois qu'ils sont assez résilients parce qu'ils ont été éduqués dans la résilience. C'était à un moment donné l'entreprise. Maintenant, ce que moi j'ai du mal à voir avec les seniors, c'est lorsqu'on parle de la retraite, etc. Il faut voir que générationnellement parlant, c'est une population de seniors aujourd'hui qui est assez fatiguée, c'est difficile. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que même les seniors qui ont 60 ans aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ont un bac, ont travaillé à 22, 23, 24 ans, et on a une espérance de vie de 83 ans en moyenne. Et donc, peut-être à un moment donné, c'est repenser le travail différemment pour que tout le monde puisse co-contribuer à et au bien-être de chacun. Dernière question, un petit peu piquante. Est-ce que la cohabitation entre les générations est un vaste mensonge ? Non, la cohabitation dans le monde entreprise aujourd'hui n'est pas un vaste mensonge. C'est quelque chose qui va fonctionner, qui fonctionnera. Simplement, comme tout gap de génération, et on l'a dit tout à l'heure, avant nous avions le temps de se préparer à la nouvelle génération qui avait 25 ans d'écart. Aujourd'hui, ça va tellement vite que le temps se raccourcit, et bien du coup, on a un peu plus de mal à se caler. Mais ça va forcément se caler puisque l'humanité a besoin de se caler et qu'à un moment donné, chacun trouvera sa place. Donc je suis très positif et je fais partie de ces personnes qui, avec de l'âge, ne deviennent pas aigris et restent positifs. Eh ben, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Tilski pour votre éclairage et votre participation à ce deuxième épisode de Prefcast. Vous l'avez compris avec cet épisode, la question de la transgénérationnalité en entreprise est une question de société que l'on retrouve aussi bien à l'échelle de la famille et bien sûr aussi de l'entreprise. Et même si c'est difficile, même si les générations sont de plus en plus contrastées, la cohabitation reste possible. Plus encore, elle est essentielle pour affronter ensemble les changements et faire société. Merci encore à vous Laurent Tilski, j'espère que vous êtes bien amusé. J'ai adoré, merci beaucoup pour l'accueil César, et puis be positive. Merci à vous aussi chers auditeuristes pour vos écoutes de plus en plus nombreuses, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à donner de la force à ce podcast en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite dans Prefcast, le podcast prévention au cœur du travail, pour un nouvel épisode bien sûr. À très bientôt.